Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue à l'émission Canissa, un rendez-vous ouvert vers un monde meilleur dans notre agora culturelle. Je me nomme Kimia Cardinal, votre animatrice. Je suis très heureuse de vous retrouver à ce rendez-vous et je ne serai pas seule car nous avons un invité de marque et nous converserons autour du sujet de l'apport des agents sociaux. Notre invité aujourd'hui, c'est Monsieur Victor Amissi. Bonjour, Monsieur Victor Amissi, comment allez-vous? Oui, ça va très bien, merci. Bonjour Kimia et bonjour à tous les auditeurs. Et je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, ça me fait de plaisir. Merci. Ainsi, avant de plonger dans le vif du sujet du jour, pouvez-vous avoir l'amabilité de vous présenter à nos chers auditeurs et auditrices? Merci beaucoup. C'est vrai que c'est une question, c'est un exercice difficile parce que si je dois me présenter, c'est comme je veux faire vraiment la synthèse de synthèse. C'est à cela que je vais me donner, quoi. Donc, comme vous l'avez dit, je réponds au nom de Victor Amissi, Soulbika. Je suis congolais, canadien d'origine congolaise. Donc, je suis militant de droits humains. Donc, une personne qui croit à la dignité de la personne humaine, qui lutte pour la promotion des droits de la personne et aussi de la justice sociale. Donc, ce sont les trois éléments qui font partie de l'existence de ce que je suis, de la lutte que je mène pour la promotion des droits de l'homme. Je suis directeur exécutif d'une organisation de droits de la personne qui s'appelle Vision Gram International. C'est le groupe de recherche contre la marginalisation. Donc, nous travaillons en République démocratique du Congo, mais on focalise nos efforts sur les zones des conflits armés, avec un bureau ici au Canada, bien sûr, un bureau international. Si on travaille en République démocratique du Congo, c'est pour essayer de focaliser nos attentions au niveau opérationnel pour aider les hommes, les jeunes, les femmes qui ont été affectés par les conflits armés. Donc, nous focalisons notre attention sur le domaine de femmes, paix et sécurité et jeunes, paix et sécurité. Donc, c'est une passion qui a été pour moi depuis très longtemps, depuis que les guerres ont commencé en République démocratique du Congo depuis 1996, que j'avais créé cette organisation. Alors, je travaille beaucoup plus pour autonomiser les jeunes et les femmes qui ont été affectés et touchés par les conflits armés. Donc, pour ça, j'ai réalisé beaucoup d'actions dans le cadre de démobilisation et de la réinsertion des enfants soldats dans leur communauté. Et je n'arrête pas ce travail parce que je fais aussi le travail de plaidoyer et de lobbying au niveau national et au niveau international, bien sûr. Donc, ce qui me donne aussi la porte et les opportunités pour m'adresser au public, même international, au niveau des Nations Unies. J'ai eu à prononcer beaucoup de discours concernant la situation des désarmements, des situations des conflits, des droits de l'homme et aussi des jeunes et des femmes pendant la période des conflits armés. Et aussi, je m'intéresse beaucoup à faire partie des réseaux internationaux qui travaillent beaucoup dans les domaines des armes légères, de désarmement et des armes nucléaires. Parce que cela m'a ouvert aussi la porte de participer à des grandes négociations au niveau international pour avoir le traité sur le commerce des armes et sur l'abolition des armes nucléaires. Donc, je travaille aussi avec beaucoup de coalitions, coalitions de contrôle des armes, coalition internationale pour la Cour pénale internationale, puis sur la protection des civils, donc à travers la coalition internationale pour la responsabilité de protéger.
et aussi avec le réseau international Mhm. sur les armes légères et les petits calibres. Donc, à travers ce travail, bien sûr, cela m'a valu Mhm. quand même de certains prix de reconnaissance que j'ai eu Mhm. dans certains endroits. Mhm. Donc, j'ai eu le prix de reconnaissance Mhm. euh, de certaines organisations qui ont reconnu quand même le travail qu'on était en train de faire pendant plusieurs années. Mhm. Donc, j'étais au niveau ici, au niveau du Canada, j'ai été récipiendaire du prix Grand Maître Bernard dans la Mhm. catégorie des nouvelles arrivants en 2015 par l'association de la francophonie d'Ottawa. Mhm. Je pense que ça, ils le font chaque année. Ah, c'est bien ça. Oui, c'est ça. Et puis, j'ai reçu les trophées de reconnaissance de la part de Ashford Talk Radio. Ça, c'est aussi une radio internationale qui reconnaît le travail des acteurs qui travaillent dans différents domaines. Mhm. Et voilà, donc aussi, j'ai reçu le prix de l'Université d'Ottawa Mhm. lors de la période du mois de noir. J'ai eu 2 prix de reconnaissance par rapport à mon travail dans 2 éditions, 2009 et 2010. Ah, c'est bien. Voilà, donc voilà, ça serait juste pour m'arrêter à ces niveaux-là Mhm. par rapport à ce que je fais, mais aussi je suis un bénévole au niveau communautaire, Mhm. au sein de la communauté. Donc, je suis ambassadeur et membre du forum communautaire au sein de Prévention Crime Ottawa. Mhm. Donc, ça, c'est pour la promotion des actions de prévention communautaire à Ottawa. Mhm. Il faut aussi du bénévolat dans différentes organisations du genre Amnesty International. Mhm. Et puis, voilà, donc je participe à beaucoup d'actions à travers une organisation qu'on appelle Mine Action Canada. Mhm. Voilà, ça, c'est ce qui fait partie, en bref. Si je pouvais me présenter, peut-être à la longue, on parlera plus. Bien sûr, avec Ouais. plaisir. Merci beaucoup pour votre présentation. Oui, mais aussi, juste un instant, Mhm. peut-être, s'il vous plaît, je voulais ajouter quelque chose que je suis aussi, j'ai été Mhm. aussi administrateur au sein de l'Assemblée francophone de l'Ontario. Mhm. Donc, j'ai représenté les communautés les minorités raciales, Mhm. ethnoculturelles, francophones. J'ai eu à exercer le mandat en tant qu'administrateur dans cette grande organisation francophone de l'Ontario. Mhm. Et puis, je suis administrateur au sein de les Canadiens pour les droits de l'homme au Congo. Ça, c'est aussi notre organisation qui est basée ici à Mhm. Ottawa. Mhm. Voilà. Ce que l'on peut en tirer de votre présentation, vous êtes Mhm. vraiment engagé au niveau communautaire et puis au niveau international. Oui, Et vous œuvrez beaucoup dans le domaine des droits humains. exactement. Et nous ne pouvons que être très reconnaissants par rapport à vos engagements. Mhm. C'est la raison pour laquelle ça m'amène aussi à vous poser la question, pourquoi avez-vous choisi justement de mener des projets humanitaires et de justice sociale? Oui, en fait, c'est question de passion et d'abnégation pour arriver à Mhm. décider, hein, à mener ces actions. Mhm. C'est seulement qu'on s'est dit, il est difficile de, de traverser le monde et de le laisser tel que vous l'avez trouvé. Mhm. Il faut toujours transformer quelque chose et vous partez. Absolument. C'est-à-dire, vous arrivez à faire la différence Mhm. sur la vie de personnes, être une étoile, hein, pour la Mhm. vie d'une ou deux personnes. En fait, ce qui m'a beaucoup plus envoyé dans ces domaines-là, c'est pendant la période de guerre en République démocratique du Congo. Mhm. On a vu l'histoire des pays voisins du Rwanda, c'est ce qui s'est passé. Mhm. Alors, on a vu des flux de réfugiés. C'était la première fois que moi, je vois les réfugiés en face comme ça. Je le voyais dans les films, la télévision, dans les journaux, mais c'était la première fois que je vois vraiment que la situation des réfugiés est une réalité. Mhm. Cela m'a choqué et nous avions été euh, touchés par cette situation. Quand on a vu les enfants qui ont été affectés, on a vu les gens dormir dans la rue, Mhm. ça a révolté parce qu'on s'était dit, là, si les réfugiés
reçoivent de l'aide humanitaire. Mais à côté de nous, il y a aussi les locaux qui ont le même problème et qui ne reçoivent rien. Ça, c'était le début de mon action pour aider d'abord les enfants mal nourris. Et après, les actions ont continué. Et plus les conflits perduraient au niveau du Rwanda avec les flux de réfugiés, cette situation s'est reversée à notre pays. Et c'est alors qu'on a trouvé qu'une guerre a déclenché au niveau de la RDC. Il y a eu des déplacements des populations, il y a eu des morts. Et c'était maintenant la situation des enfants de la rue, parce que les villages ont été vidés de toute la population et c'était la ville qui a accueilli toutes ces personnes. On a orienté nos actions vers les enfants de la rue pour essayer de les sauver, de les aider. Mais cela n'a pas vraiment arrêté nos actions. Et comme je disais, plus la guerre évoluait, plus le village était inondé de groupes armés. Et à ce moment-là, on a vu le phénomène des enfants soldats qui a augmenté. Quand bien même, avec la guerre en RDC, on a vu les premiers enfants soldats avec bottes, armes plus longues que leur taille, tenues militaires. Ça nous a choqués. Avant, on croyait que c'était une action normale parce que c'était le sauveur qui arrivait. Et après, on s'était dit que ce n'était pas normal que les enfants soient utilisés comme soldats à cette période-là. Et c'est comme ça que nous nous sommes dit, on doit faire quelque chose. J'ai eu l'initiative de créer une coalition pour mettre fin à l'utilisation des enfants soldats en RDC. Je l'avais créé parce que je me suis inspiré des autres continents qui avaient ces mêmes coalitions. Alors moi, je me suis dit, si on le faisait chez nous, ça pouvait être quelque chose de très intéressant parce que nous avons les mêmes problèmes. Exactement. Et voilà, donc j'ai pu inviter beaucoup d'organisations, à peu près une centaine d'organisations, pour leur donner l'idée. On a discuté de ce problème. J'étais devenu le point focal pour la situation. On s'est réparti géographiquement les endroits où il y avait des groupes armés et chaque organisation devrait reporter la situation des enfants soldats avec un tableau qu'on avait, le nom de l'enfant, qui a recruté, depuis quand, quelle est la situation. Donc, on avait toutes les données sur les enfants qui étaient recrutés par plusieurs groupes armés. Les groupes armés nationaux et les groupes armés étrangers. Et aussi les forces armées. Et c'est comme ça que j'ai été le point focal de toute la situation de l'utilisation des enfants soldats en RDC. À ce moment-là, le pays était divisé en deux. C'est juste la partie Est qui était occupée par les rebelles. Et là, on avait vraiment toute la situation. Donc, il fallait que j'envoie les informations au niveau international, au niveau de la coalition, du secrétariat international de la coalition, qui était basé à Londres. Et c'est à ce moment-là. Toujours à partir du Congo, hein? Oui, toujours à partir du Congo. Et c'est à ce moment-là que l'information sur l'utilisation des enfants soldats a été connue à travers le monde. Alors, pour ça, il y a un rapport qui devrait sortir par l'Amnesty International devrait publier un rapport sur ça. Le premier rapport sur les enfants soldats. Alors, j'ai été invité en Europe pour faire le tour dans les pays européens, à la Commission de l'Union européenne, pour parler en tant que témoin du Sud, pour appuyer ce rapport. Alors, j'ai fait le tour quand même de l'Europe, dans beaucoup de pays. On a essayé de parler avec les différents responsables pour appuyer le rapport de Amnesty International. Ça a donné des bons résultats. Et cela nous a vraiment donné encore de la force, de l'énergie pour continuer. Ça a redynamisé nos actions sur terrain et c'était du grand succès. Alors, on a continué à ce travail. C'est pourquoi aussi on s'est intéressé dans le domaine de la prolifération des armes parce qu'on a trouvé qu'il y avait circulation illicite des armes dans la région. Et plus les armes étaient très proliférées dans la région, plus étaient utilisées par les enfants soldats.
Donc, c'était un problème qui était très sérieux et ça nous a passionnés. Je travaille dans le domaine de paix et sécurité. Donc, il fallait aider la population. Voilà. On a aidé la population, on a aidé les jeunes à réintégrer dans les écoles, à réintégrer dans le métier. Et on a beaucoup aidé les déplacés, en partenariat avec beaucoup d'organisations humanitaires pour aider les déplacés dans les zones de Kabare, Walungu. Là, je parle de l'Est du Congo. Et puis, on est passé dans d'autres régions environnantes pour aider surtout les victimes de la guerre. Voilà, en bref, ce qui s'est passé. Ça, c'est au niveau de là. Alors, c'est un problème qui est arrivé, bien sûr. Pendant cette période, on était comme on faisait le bras de fer contre le rebelle le bras de fer sur le terrain et non à distance, là. Voilà, ça, c'était vraiment le bras de fer. Parce que nous, on a travaillé avant, pendant et après les conflits armés. J'ai connu presque toutes les guerres qui ont déclenché à partir de l'Est du Congo. C'est-à-dire nous avons travaillé en partenariat, en allié, avec même les groupes armés pour essayer de résoudre le problème sur place. Ouais, bon. On devrait travailler sur ça pour voir quelles solutions apporter. Avec l'aide des partenaires internationaux, on a pu quand même faire quelque chose. Et la lutte a continué. Et c'est comme ça que nous nous sommes baignés dans cette action. C'était comme ça faisait partie de notre vie. Faire cela. Travailler beaucoup plus sur les droits de l'homme. Essayer de voir comment est-ce qu'on peut matérialiser la Déclaration universelle des droits de l'homme. On peut matérialiser la justice sociale qui est fondée sur l'égalité de droits pour tous les peuples. Absolument. Et la possibilité de tous les êtres humains, sans discrimination, de bénéficier de tout ce qui nous appartient dans le monde. Comment se fait-il que les uns sont pauvres et les autres sont riches? Voilà. Pourquoi les autres enfants sont à l'école et d'autres sont dans l'armée? Voilà. Ouais, alors, on a organisé beaucoup d'actions. On a lancé une campagne qui s'appelle « Remplacer le fusil par le stylo ». Juste pour essayer d'éveiller les esprits, d'éveiller la conscience des gouvernements en disant mettons l'accent sur l'éducation des enfants parce que c'est la vraie prévention, n'est-ce pas? C'est le vrai vaccin contre la violence. Mettre l'accent sur l'éducation, remplacer le fusil par le stylo. Pendant que vous voulez leur donner le fusil, nous leur donnons le stylo. Pendant que vous voulez leur donner des grenades, nous leur donnons des ballons. Alors, pendant que vous donnez les détonations de bombes, nous, par contre, nous allons donner quelque chose comme de l'éducation, des livres, des chansons, ainsi de suite. Voilà ce qui construit la jeunesse. Leur redonner aussi leur humanité en tant que telle. Bien sûr, parce qu'ils en ont droit. Ils ne doivent pas être discriminés. Ils doivent être bénéficiés de tout ce qu'apporte la mondialisation ou l'interdépendance, n'est-ce pas? Qui se fait grâce aux échanges commerciaux, aux investissements, aux flux de capitaux, ainsi qu'au progrès technologique, n'est-ce pas? Voilà. Parce que tout cela nous donne la possibilité de la croissance, disons, de l'économie mondiale et le développement. Absolument. Mais alors, ça doit aussi améliorer le niveau de vie de toute la population. Mais malheureusement, on trouve que les problèmes demeurent dans certains endroits. L'insécurité, la pauvreté, l'exclusion, les inégalités partout. Voilà, en fait, en bref, ce qui fait que nous puissions nous concentrer sur les actions humanitaires et la façon d'aider et de changer le monde. C'est un cri. Ce sont les actions qui ont été entendues quand même partout ailleurs dans le monde. Et ça nous a ouvert des portes au niveau international. Maintenant, je m'implique beaucoup plus dans la politique internationale pour voir comment apporter la solution à certains enjeux internationaux qui sont liés au conflit. C'est pourquoi, comme je vous avais dit, je participe aux rencontres internationales au niveau des Nations Unies, à New York, à Genève, à Vienne, à Berlin.
et en Cancun pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut résoudre le problème. D'abord, à travers les négociations sur le traité sur le commerce des armes, le faire avancer, et c'est là pour essayer de réduire les effets de la violence armée à travers le monde. Donc, je participe à la préparation, n'est-ce pas, des programmes des Nations Unies sur l'éradication et l'élimination de la violence, de ces commerces, avec tous ces aspects. Voilà, donc, comme je vous avais dit, ça nous a donné aussi ouvert les portes de parler à ce public, aux décideurs, de leur dire ce que nous pensons, de leur dire ce que l'Afrique veut, dénoncer les effets. D'ailleurs, hein, c'est Ouais. important parce que là, lorsqu'ils sont dans leur cocon, dans leur bureau, et des fois ils entendent, mais des fois ils n'entendent pas. Donc il faut être vraiment dans les espaces de décision comme vous le faites. Oui, exactement. Parce que quand j'étais en Afrique, mon rêve, c'était, je me disais, il faut qu'un jour je me retrouve avec ces gens-là, à côté d'eux, parler avec eux, pour savoir qu'est-ce que ces trames entre eux là, qu'est-ce qui fait à ce qu'ils ne puissent pas trouver des solutions et que le problème perdure. Et finalement, je me suis retrouvé avec eux pour connaître c'est quoi la situation, et ils m'ont donné l'espace pour leur parler. C'est pourquoi j'ai eu à parler plus de 4 à 5 fois, prononcer mes discours devant eux pour parler de ces problématiques, des effets de ces armes en Afrique, des effets de toutes ces armes dans la population. Voilà quoi, donc c'est ça. Ah, mais c'est bon de savoir que tout ce que vous avez souhaité et puis entrepris, c'est ça qui motive un peu votre engagement, je peux dire, à long terme, ou votre pérennité dans le domaine des droits humains. C'est très... Oui, exactement, parce que oui, c'est vrai, exactement, c'est un travail que je devrais abandonner depuis longtemps. Depuis longtemps, parce que lorsque en 96, on commençait avec les actions de démobilisation des enfants soldats, ça a échoué. Ça a échoué parce que la première action du président Mzee Kabila, la première action de mobilisation a échoué parce que c'était de copier-coller de cet processus de mobilisation qui n'a pas marché. Mais avec la deuxième action, nous nous sommes mis ensemble, on a mis de nouvelles stratégies pour le faire. Et pourquoi je vous dis que je devrais abandonner à ce moment, c'est parce que on démobilisait les enfants ici, on les remettait dans leur communauté. Quelques temps après, cet enfant, tu le retrouvais dans un autre groupe armé. Quelques temps après, il a été démobilisé. Donc, un enfant peut être démobilisé 2 à 3 fois et il fait le tour des différents groupes armés. Parfois, des choses comme ça devrait nous décourager. Mais à un certain moment, on se disait, ben, on a commencé l'action. Avant d'abandonner, il faut d'abord se poser la question, pourquoi tu as commencé? Voilà. Alors, c'est pourquoi on s'était dit, on doit continuer jusqu'à la fin. Alors, évidemment, le manque de volonté politique des politiciens devrait aussi nous décourager, mais on n'a pas abandonné. On s'était dit, on doit continuer. Et c'est ce qui a fait que nous soyons menacés de mort. Alors, j'étais obligé de quitter, de fuir mon pays pour me réfugier en Ouganda après quelques temps. Et à partir de là, je devrais aussi abandonner. Mais, comme on dit toujours, ce qui ne t'a pas tué t'a rendu fort. Voilà. Alors, je continue avec ce travail jusqu'à aujourd'hui. Et je me dis toujours, tant que le sang circule dans mes veines, je continuerai à travailler. Voilà. Absolument. Oui. Nous vous remercions déjà pour votre travail abattu durant toutes ces années. Yeah, merci beaucoup. Donc, à vous entendre, on peut voir et savoir et connaître maintenant l'ampleur de votre travail depuis toutes ces années-là, avec toute l'expérience que vous avez amassée dans le domaine des droits humains, de la paix et de la sécurité. Oui. Dans tout ça, est-ce que vous pensez que nous sommes dans la bonne voie avec les multiples projets humanitaires dans le monde? Oui, nous sommes dans la bonne voie parce que, premièrement, les États sont conscients de ce qui s'est fait. Toutes les rencontres qui s'organisent, on parle de ces problèmes.
Ils se mettent ensemble pour dire qu'est-ce que nous faisons. Et pourquoi il y a des traités, il y a des accords qui se prennent, qui sont signés, pour essayer de voir comment résoudre ces problèmes, parce que ça dure. Il faut la volonté et l'implication de tous les États. Si aujourd'hui, on va se dire, pourquoi les conflits ne finissent pas? Parce qu'on a remarqué qu'avec l'objectif de développement durable, ils ont remarqué qu'à chaque 15 ans, ça ne réussit pas. Ça ne réussit pas pourquoi? Parce qu'il y a une faiblesse. Après 15 ans, on ajoute quelque chose. On a remarqué que si c'est en 2015, par exemple, ou en 2000, on a remarqué que pendant cette période, on n'est pas arrivé à éradiquer la pauvreté. Tout simplement parce que pendant cette période, il y a eu des guerres. Entre 2000 et 2015, il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup de guerres à travers le monde. On a trouvé que c'est à cause de la guerre que beaucoup de gens n'arrivent pas à quitter cette pauvreté. Parce que l'éradication de la pauvreté n'a pas été atteinte. On a trouvé qu'il faut aller maintenant lutter contre cette situation. Et pourquoi on n'a pas réussi? On n'a pas réussi parce que pendant la guerre, on pensait qu'on allait réussir, mais on a trouvé qu'il n'y a pas eu participation de tout le monde dans la résolution des conflits. Voilà. Notamment la participation des femmes et la participation des jeunes pour résoudre ces conflits. Donc, ce sont ces petits obstacles qui font à ce qu'on ne puisse pas atteindre ces objectifs. Et c'est pourquoi chaque année, on ajoute quelque chose. À cette période, on a ajouté maintenant la participation de la femme. Dans tous les objectifs de développement, on incite sur la participation de la femme. Ça, c'est une très bonne chose. On incite sur la participation des jeunes. Parce qu'on a réussi. On doit impliquer la femme dans tous les processus des jeunes. Et lorsqu'on a trouvé que ça n'a pas réussi, on a encore ajouté, chaque année on ajoute toujours qu'il faut que la femme participe, soit dans tous les processus qui fait partie de la vie. En disant, il ne faut pas que personne ne soit laissé derrière. Absolument. Donc tout le monde doit faire sa part et doit participer. Il faut autonomiser. C'est pourquoi on commence à mettre des projets de l'autonomisation de la femme. La femme doit être autonomisée, doit participer. Il y a les actions de numérique, la femme doit participer à ça. Les jeunes doivent aussi s'impliquer dans tout parce qu'on remarque que tout le problème politique, ce sont les jeunes qui sont dans les front lines, comme on dit, au front. On les utilise et après, on les met de côté. Ils sont comme des balais, n'est-ce pas? Le balai est utilisé partout. Il peut passer dans des salles VIP, partout. Mais après avoir été utilisé, on le met de côté. On ne reconnaît même plus leurs efforts. Alors, les jeunes aussi doivent savoir qu'ils ont un rôle à jouer parce que c'est eux l'avenir de demain. Voilà. Et leur rôle doit se jouer maintenant et non demain. Et c'est pourquoi les actions peuvent réussir. Ils doivent réussir parce qu'il y a maintenant l'implication. Ils sont en train maintenant de se mettre d'accord en disant il faut que tout le monde participe et que ce soit une réalité. On ait quand même un monde de paix, un monde sans pauvreté, un monde donc tolérance zéro dans différents points. Voilà. Donc, on peut conclure que vous pensez que nous sommes vraiment dans la bonne voie avec les projets humanitaires dans le monde parce que d'année en année ou au fur et à mesure qu'on avance dans les années, on peut dire, il y a des améliorations. On ajoute des points de stratégie pour pouvoir atteindre les objectifs énumérés dans les projets humanitaires, c'est ça, hein? Oui, exactement. On essaie de voir où sont les faiblesses. Chaque année, il y a toujours quelque chose où on dit il y a une faiblesse quelque part. Voici ce qu'on doit faire pour améliorer. Et ils le font, et ça se fait. Ouais, et ça se fait. C'est ce qui est important, que chaque année, on puisse voir quelque chose, on améliore. C'est ce qui est important dans ça. Oui. Parfait. Donc, restons positifs. Exactement. Il faut être positif dans tout. Bon. Je suis ravie quand même de savoir que nous avons des agents de changement, des agents sociaux comme vous sur le terrain et puis dans les espaces de décision afin de promouvoir les droits humains. Nous arrivons à la fin de notre émission, Monsieur Amissi. Avez-vous un message à transmettre avant de clore notre conversation? Le message à transmettre, en fait, c'est comme si c'était un résumé de tout ce que j'avais dit tantôt.
c'est Mhm. que essayer que tout le monde s'implique et cultive sa passion. Mhm. Ne jamais croire que le problème du monde, ça appartient seulement à une catégorie de personnes. Ça nous Mhm. attrape tous. Mhm. On a besoin de l'implication de tous parce que nous avons une responsabilité partagée. Tout ce qui arrive, nous avons aussi quelque chose. Mhm. Nous avons aussi une responsabilité. Mhm. Soyons conscients des problèmes Mhm. et soyons conscients des solutions. Voilà. Chacun doit agir de son côté pour Mhm. transformer son entourage, pour Absolument. transformer son monde. Mhm. Parce qu'il est vrai que nous sommes tous des passants, n'est-ce pas, comme des voyageurs à travers le monde. Mhm. Mais lorsque chacun va partir, peut-être Dieu lui demandera, qu'as-tu fait pour ton frère? Mhm. Qu'est-ce que tu as fait pour transformer ton lieu? Qu'est-ce que tu as fait pour changer la situation des autres? Mhm. Sois une étoile pour la vie de quelqu'un. Mhm. Fais la différence dans ton entourage, même à travers le monde. Mhm. Il n'y a pas de formule magique, c'est seulement la volonté de le faire. Mhm. Parce que si aujourd'hui, comme vous pouvez le remarquer, Mhm. euh, avec la COVID, ça nous a Mhm. appris beaucoup de choses, Oh oui. que chacun a besoin de l'autre. Mhm. À tous les niveaux, chacun a besoin de l'autre. Mhm. Alors, essayez de cultiver Mhm. tout ça et ne pas créer, n'est-ce pas, ne pas cultiver la violence, la haine. Mhm. Par Mhm. contre, c'est de travailler pour la paix, Mhm. la quiétude, la coopération et la stabilité à travers le monde. Voilà. Mais cela doit commencer par nos familles, cela doit commencer aussi par nos communautés. Mhm. Capacitons nos jeunes, tout simplement leur dire que le monde leur appartient. Voilà. Nous avons un héritage à laisser à nos enfants. Mhm. C'est ce monde de paix que nous allons leur léguer. Mhm. Il ne faut pas que nous puissions partir et que les enfants puissent, puissent se plaindre, Voilà. puissent nous maudire en disant voici le monde qu'ils nous ont laissé. Mhm. Les enfants et les jeunes aussi doivent lutter pour dire non aux actes que commettent les adultes pour détruire le monde. Parce Mhm. qu'eux, ils ont vécu, ils ont eu leur temps. Il faut Mhm. qu'ils laissent le temps aux jeunes de vivre leur temps aussi. Mhm. Que les jeunes soient conscients de ce que les adultes sont en train de détruire. C'est Mhm. leur monde à eux. Parce qu'eux vont disparaître. C'est leur monde à eux. Mhm. Ils doivent lutter euh, pour, ce, pour ce nouveau monde qui sera à eux. Absolument. Nous sommes de la diaspora. Mhm. Nous devons savoir que nous sommes en train de vivre dans un pays qui n'est pas le nôtre, mais Mhm. nous avons le droit de vivre partout dans le monde. Mhm. À ne jamais oublier d'où nous venons. Voilà. Nous ne pouvons pas aller, nous ne pouvons pas savoir où nous allons si Mhm. nous oublions d'où nous venons. Voilà. Nous avons une responsabilité sociale de penser, de garder notre culture, Mhm. parce que c'est tout ce qui nous reste hein, après Mhm. avoir tout oublié, c'est la culture. Voilà. C'est ce qui nous identifie. Et Mhm. quand ça nous identifie dans un monde où nous sommes ici, Mhm. c'est un plus, c'est-à-dire nous apportons quelque chose de plus au sein de la nouvelle communauté. Je Mhm. parlerai de la communauté canadienne ici. Mhm. Ce que nous pouvons apporter à cette communauté canadienne, c'est Mhm. la richesse et la culture de notre pays d'origine. Absolument. Profitons-en. Et les jeunes, je m'adresse spécifiquement aux jeunes parce que, comme je vous avais dit, mes actions se dirigent beaucoup plus vers les jeunes, car c'est le seul héritage que nous allons leur laisser en leur disant qu'ils doivent lutter et faire partie de l'élite canadienne Mhm. à travers nos comportements, à Mhm. travers nos actions, à travers l'éducation et profiter de toute opportunité pour qu'ils puissent aussi se tailler une place de choix et Mhm. qu'à travers eux, le Canada soit fort, leur pays d'origine soit fier Mhm. et le monde entier sera fier de ce que nous ferons. Mhm. Voilà, en fait, en bref, ce que je voulais dire. Mhm. Merci beaucoup, M. Amici, pour votre message très évocateur. Donc, une fois de plus, je vous remercie pour votre partage de connaissances au sujet de l'apport des agents sociaux, ou je peux dire aussi votre travail immense dans le domaine des droits humains, dont nous en bénéficions tous et nous vous souhaitons du succès dans vos projets. Merci beaucoup.
Voilà, ça me fait du plaisir. Ainsi donc, chers auditeurs et auditrices, nous sommes arrivés à la fin de notre émission et on se donne un prochain rendez-vous de Kanissa sur Kimia TV. En attendant, nous vous souhaitons la santé et la paix en tout temps. Amour, bolingo, love.